bonsoir. Alors peut-être, pour commencer, il est, beaucoup question des variants. Tout d'abord, alors, qu'est-ce qu'un variant? Un variant, c'est une forme légèrement modifiée du virus d'origine qui est liée à une mutation de son matériel génétique. Le matériel génétique du virus, c'est quoi? C'est une succession de lettres, d'un petit alphabet de 5 lettres en fait, qui forment des mots. Et il faut imaginer une secrétaire qui va taper un grand nombre de fois, recopier ces mots un grand nombre de fois. De temps en temps, elle va se tromper, elle va faire une faute de frappe. Et la faute de frappe, ça va conduire à un mot qui va être mal orthographié. Et ça, c'est le variant, c'est la mutation. Mais ces variants, sont-ils plus dangereux et plus contagieux? Alors, ils ne sont pas plus dangereux, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. On ne peut pas dire qu'il est plus virulent, il est plus contagieux, ça c'est un fait. On peut aussi imaginer qu'un jour, il sera moins contagieux. Puis on peut aussi imaginer que la mutation ne touche pas la protéine spike, mais un autre endroit du génome viral, et que là, on ait quelque chose de plus virulent. Les vaccins actuels peuvent-ils permettre, de lutter efficacement contre les variants? Ce qui apparaît dans les toutes dernières études, c'est qu'on est protégé correctement à partir de 2 doses. C'est-à-dire que quand on fait la maladie, on a une immunité, et par rapport aux variants indiens, cette immunité n'est pas suffisante. De la même façon, quand on est vacciné, quand on a une seule injection, cette immunité, elle n'est pas suffisante. On a une immunité suffisante à partir de 2 doses ou de la maladie plus une dose. La Covid est toujours une menace importante qui plane sur notre quotidien. Pourquoi faut-il être nombreux à se faire vacciner, et même si l'on ne fait pas partie, des populations les plus à risque? Je pense notamment aux jeunes. Il y a un enjeu individuel et un enjeu collectif. Alors parlons du collectif. Vous avez compris que moins le virus circule, moins il se réplique, donc moins on va être exposé à de potentiels variants, bien entendu. Et puis l'enjeu collectif de la vaccination, c'est protéger, on l'entend souvent, les plus âgés, les plus fragiles. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est de parler des Covid longs. Les Covid longs, ils surviennent chez des patients jeunes, ils sont même décrits désormais chez les enfants, quelle que soit la forme initiale de la maladie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir été en réanimation pour avoir un Covid long, ça n'est pas corrélé. Et c'est des dégâts sur le long terme. Il y a des gens qui font des dépressions, il y a des gens qui ont une asthénie persistante. Donc je pense que l'enjeu collectif, l'enjeu individuel mêlé, ça doit être déterminant dans le choix de nos concitoyens, c'est évident. Docteur Keta Pers, vous qui êtes une spécialiste, quel message souhaitez-vous adresser à ceux qui doutent du vaccin, qui doutent de la dangerosité du virus? Il faut sans cesse rappeler certains éléments clés. Je pense qu'il faut comprendre. Moi aussi, j'ai eu des doutes tant qu'on n'avait pas les données scientifiques, tant qu'on n'avait pas les publications avec les collègues. Avant la mise sur le marché des premiers vaccins, on s'est interrogé. Je pense que c'est légitime d'avoir des doutes. Puis après, nous, on a guetté, on a analysé, on a staffé les résultats et on a été rassurés. Quand on a des doutes, il faut s'adresser aux gens qui peuvent répondre d'une façon scientifique, pas d'une façon ésotérique. Donc qu'est-ce qu'on regarde? On regarde qu'il y a des milliards de doses qui ont été injectées, qu'il n'y a pas plus de réactions qu'avec un autre vaccin. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, oui, c'est vrai que ça a été vite fait, cette histoire de vaccin. Mais pourquoi? Parce que depuis des années, il y a des plateformes vaccinales, ce qu'on appelle des plateformes vaccinales, qui sont en fait des endroits où il y a des chercheurs qui ont cherché sur des vaccins pour le SARS, l'autre coronavirus des années 2000, sur le MERS, sur Ebola. Donc on n'est pas parti de rien, ce n'est pas une technologie qui jaillit comme ça de nowhere. On regarde aussi que les scientifiques, ils ont été aidés comme jamais. Il y a eu un effort sans précédent, c'est-à-dire qu'on leur a donné de l'argent, les États ont donné de l'argent pour financer cette recherche qui a eu des moyens extraordinaires. Donc ça ne sort pas du chapeau, c'est des études. Et moi, je pense que c'est prodigieux. On a une chance folle d'avoir une recherche aussi performante. Puis le deuxième message, qui est peut-être un petit peu moins positif, c'est qu'on doute de la gravité de ce virus. Venez nous voir. Enfin, ce n'est pas toujours possible, mais j'aimerais que ces gens-là puissent venir nous voir à l'hôpital, voir des patients qui n'arrivent pas à respirer, voir des patients qui
qui risquent leur vie. Nous, les médecins, on a envie de soigner nos patients. Donc si on exprime cette inquiétude, c'est pas pour rien, il faut nous faire confiance. Donc je crois que, voilà, pareil, le doute par rapport au vaccin ou par rapport à l'évidence de la maladie, il faut se questionner, c'est bien. Mais si on se questionne intelligemment, on essaie de chercher les réponses au bon endroit. Et a priori, c'est pas sur Facebook, c'est pas sur Twitter ou c'est pas sur YouTube. Les bonnes réponses, on les a dans les articles scientifiques. Et si on n'y a pas accès, on peut poser les questions à son médecin traitant ou à des médecins à l'hôpital. Moi, je sais que je renseigne beaucoup actuellement, même de professionnels de santé. C'est souvent un plaisir d'échanger. Et pour ceux qui attendent une hypothétique solution médicamenteuse, le passé a prouvé que ce sont les vaccins qui, la plupart du temps, soignent les virus, hein. Moi, je ne suis pas étonnée que ce soit le vaccin qui arrive en premier, même s'il y a eu des études sur les médicaments. C'est parti de la chloroquine, c'est arrivé aux anticorps monoclonaux. Pour l'instant, on n'a rien de vraiment déterminant. Mais je ne suis pas étonnée parce que dans l'histoire de la médecine, de l'infectiologie, on sait bien traiter les bactéries. Il y a de nombreux antibiotiques et on sait moins bien traiter les virus. Et ce qu'on développe vis-à-vis d'un virus, c'est souvent un vaccin. Sans être devin, est-ce que l'on peut espérer éradiquer dans un futur plus ou moins proche ce virus ? Franchement, je ne sais pas répondre à cette question. Je crois que ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'on a quand même des éléments de contrôle. Donc, si nous, on joue le jeu et qu'on utilise ces éléments de contrôle, donc la vaccination, les gestes barrières, on aura, c'est sûr, un résultat. Mais espérer que ce soit le virus qui, un beau jour, dise tiens, j'en ai marre, je m'en vais, ou je mute et je deviens inoffensif, ça aussi, pour l'instant, c'est un peu, on va dire, ésotérique. Alors, on a un vaccin, on a des gestes barrières, ok, ça nous permet de progresser, ça nous permet de nous protéger, ça nous permettra à terme de reprendre une vie normale quand on aura une couverture vaccinale satisfaisante. Moi, personnellement, ça me convient. Le message est passé. Docteur Olivia Quetta-Pers, merci de nous avoir apporté cet éclairage sur la lutte contre la Covid-19. Merci à vous.